C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Un traitement de choc mondial contre le coronavirus. Alors que l'OMS déclare l'état de pandémie, le monde se barricade. Les Italiens sont en quarantaine, la Slovénie ferme ses frontières, l'Inde se barricade également. Donald Trump met l'Europe à distance en suspendant tous les vols en provenance de l'Europe sur son territoire pour 1 mois, excepté la Grande-Bretagne. Le virus attaque l'économie, déstabilise les marchés. Les pays producteurs de pétrole se font la guerre des prix. Quant à l'Europe, procès lui est fait de manquer de solidarité, notamment envers les Italiens. Tout fout le camp et le moral mondial chute en même temps que les palaces boursières. On en parle avec nos invités. Virginie Leguet, bonsoir, de Paris Match. Bonsoir. Éric Leboucher, cofondateur de Slate et éditorialiste aux Échos et à l'Opinion. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef à la revue Regard. Donc on va parler de ce dont je viens de vous parler à l'instant. Mais il y a des rumeurs en ce moment qui courent, puisque le président Emmanuel Macron va s'exprimer à 20h et on dit qu'il devrait peut-être annuler les élections municipales. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il va téléphoner à 18h30 au président des chambres, notamment M. Larcher et M. Ferrand, ce qui effectivement est une possibilité qu'il annonce, donc ce report des élections municipales. Pierre, ce serait non pas une première, puisque des élections ont déjà été reportées, mais c'est une situation, en tout cas, qui montre le niveau de gravité de ce virus. Oui, bien sûr. À situation inédite, sans doute décision parfois inédite. Reste à savoir si effectivement ces annonces sont vraies, si vraiment le président de la République s'apprêterait à annoncer le report de ces élections. Ce serait évidemment un message, pas un message, d'ailleurs ce serait évidemment politiquement, à mon avis, compliqué. J'imagine que si cette décision devait être prise, les présidents des groupes politiques auraient été préalablement sollicités. D'ailleurs, Gérard Larcher lui-même, la semaine dernière, quand on l'avait interrogé sur une possibilité du report des élections municipales, avait dit qu'il n'espérait pas qu'on en arrive là, tout en disant que si ça devait être le cas, il espérait effectivement que l'ensemble des groupes politiques seraient sollicités et que sans doute une loi devrait être votée pour reporter ces élections. Maintenant, on est à quelques jours effectivement de ce premier tour. Visiblement, le pic du coronavirus pour arriver au second tour en milieu de semaine prochaine, en fait, donc ça rendrait le second tour plus compliqué. Voilà, je pense qu'il est nécessaire que ce ne soit pas une décision prise par le président de la République. S'il devait y avoir cette décision, compte tenu des contextes sanitaires en France, il faut qu'elle soit prise de manière collective. Jean-Marie, un mot là-dessus. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je ne sais pas du tout ce qui va être décidé. Oui. Je veux simplement rappeler que la guerre n'était pas terminée, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des élections municipales en 1945, avant même que l'acte de fin de guerre ne soit signé. Simplement pour dire que dans les circonstances présentes, Emmanuel Macron joue gros parce qu'il affronte sa première grande crise. Et dans la relation qu'il a avec les Français, c'est un moment très important. Selon qu'il réussira à inspirer confiance ou pas inspirer confiance, à prendre les décisions que l'opinion comprendra ou non, je pense que c'est un moment très clé pour lui, une occasion en tout cas de renouer un fil de confiance avec les Français. Donc on verra si l'exercice est réussi ou non. Éric Leboucher, là-dessus ? Reporter de 6 mois les élections municipales, c'est pas très important. Les maires peuvent rester en place. En face, il y a la décision de quelques malades, quelques dizaines, voire centaines de malades de plus, c'est-à-dire des morts de plus. Je pense que les Français comprendraient cette décision. Oui. Et Virginie Leguet, est-ce que ça, en quelque sorte, ça arrange le pouvoir en place de ne pas avoir d'élection à ce moment-là, alors qu'on sait que La République En Marche n'est pas bien positionnée et que de toute façon, c'était pas la victoire qui allait sonner pour le parti de la majorité. Ces élections se présentaient plutôt mal pour La République En Marche, que ce soit même et surtout dans les très grandes villes comme Paris, Lyon ou même Marseille, qui étaient des villes qui évidemment vont être scrutées particulièrement. Est-ce que ça serait une raison suffisante pour les annuler, profitant du prétexte du coronavirus ? Franchement, je pense que si c'était le cas, ça se retournerait
contre Emmanuel Macron. Moi, j'ai compris qu'Emmanuel Macron interviendra ce soir. J'entends les rumeurs les plus folles qui circulent depuis 24 heures. J'ai compris que le président s'exprimerait de façon courte et de façon rassurante. Si la façon rassurante, c'est de dire on annule les élections municipales et on le fait 3 jours avant, j'imagine que ce serait plutôt de nature à semer la panique. Mais encore une fois, je ne peux pas dire ce qu'il va dire 2 heures avant. D'autant, si je peux me permettre, que s'il devait annoncer un report des élections municipales, il ne peut pas ne pas annoncer dans le même temps un report des débats parlementaires qui ont lieu en ce moment sur la question notamment de la loi de réforme des retraites. Là, nous sommes en vacances parlementaires. Certes, mais le Parlement reprend, en tout cas les débats devraient reprendre assez rapidement, et y compris d'ailleurs, on sait que le temps compliqué qui reste à venir sur la question du coronavirus, c'est de 3 mois, donc les débats auront largement repris d'ici là. Et on entend aussi, y compris dans les personnes de l'opposition, chez les syndicats, y compris de la CFDT, dire aussi qu'il serait urgent, compte tenu du contexte, on va sans doute y venir sur la question économique, que des lois comme la réforme sur l'assurance chômage puissent être remises en cause, ou au moins sursoir, en tout cas, aux décisions qui ont été prises sur l'assurance chômage. J'ajouterai une toute petite réflexion. Il a déjà été fait reproche à Emmanuel Macron d'avoir utilisé le 49.3 lors d'un Conseil des ministres qui était initialement consacré à la crise du coronavirus. Les oppositions ne manqueront pas d'utiliser ce deuxième argument, de dire qu'il a annulé des élections qui lui étaient assez défavorables. Malgré l'unité nationale qui est visiblement... On ne sait pas s'il y a l'unité nationale. Oui, on verra. Bon, en tout cas, on vous donne rendez-vous à 20h pour entendre le chef de l'État, et on y verra bien sûr plus clair à ce moment-là, et on pourra en parler. Mais continuons donc sur l'économie, et Donald Trump, après avoir minimisé le virus en disant qu'il finirait par disparaître, a pris cette décision très critiquée en fermant les États-Unis à l'espace Schengen, excepté les Britanniques. Selon lui, l'Europe a échoué face au coronavirus. Je vous propose d'écouter le président américain. Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, nous allons suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les États-Unis pour les 30 prochains jours. Les nouvelles réglementations prendront effet vendredi à minuit. Ces restrictions pourront être ajustées en fonction des conditions sur le terrain. Il y aura des exceptions pour les Américains qui se seront soumis aux examens appropriés. Voilà, c'est une décision, Éric Le Boucher, plus politique que sanitaire. Est-ce que c'est une manière, en quelque sorte, de se payer les Européens ? Oui, ça c'est certain. Mais c'est une drôle de manière de se payer les Européens, parce que de se mettre à peu près la communauté scientifique à dos, c'est une décision... Il a parlé de virus étranger. Il ne parle pas de coronavirus, il parle de virus étranger. C'est un peu étrange cela dit, si tout cela conduit à renforcer encore les protections, les souverainetés, à réélever les frontières, si la fin de l'épidémie se termine là-dessus, ce sera pas un gain pour l'économie mondiale, qui est déjà dans un très sale état aujourd'hui. C'est un désastre absolu à cause de cette maladie. Jean-Marie, est-ce qu'il fait du populisme sanitaire avec America First? Parler de virus étranger, c'était exactement cela. Simplement, ce qui sème le doute sur son intention politique, c'est le fait qu'il exclut la Grande-Bretagne. Oui, alors... Il y a des malades en Grande-Bretagne. Oui. Il y a le virus tout à fait en Grande-Bretagne. Parce que l'alliance anglo-saxonne... Parce qu'il faut qu'il aide Boris Johnson et qu'il fait... Voilà, donc là, on est dans pleine politique. Simplement, je pense que ce qui doit obséder à ce stade Donald Trump, en relation avec ce que vient de dire Éric, c'est comme l'économie va subir le coup et le subir durement, pour lui, c'est un facteur très déstabilisant dans la perspective de son éventuelle réélection. Oui. Donc il doit être dans une situation qui s'inverse pour lui par rapport à ce que l'on entendait jusqu'à présent, en disant l'économie va bien, donc Donald Trump a toute chance d'être élu, ce qui était évidemment déjà très contestable, mais néanmoins, là, comme les choses s'inversent, il doit avoir peur de cela, et donc il va un petit peu dans tous les sens. Rappelez-vous aussi qu'il avait, dans un premier temps, énoncé aussi que les frontières américaines seraient fermées aux marchandises européennes, et puis qu'il a dû faire marche arrière très vite, sans doute sous la pression d'une partie de son gouvernement, j'imagine. Alors, il a tweeté, Donald Trump, ça n'affectera pas les économies, ni les commerces, ni les biens, mais plutôt les personnes.
Mais en fait, c'est de la folie. C'est-à-dire que les discours que l'on entend de Donald Trump sur cette affaire de coronavirus sont absolument irresponsables. Les États-Unis n'échapperont pas à l'épidémie. On voit déjà des cas énormes, d'ailleurs, des foyers à New York qui s'y développent. L'idée, comme on a pu l'entendre d'ailleurs au tout début du coronavirus en France et en Europe, qu'il faudrait fermer les frontières, que ça réglerait tous les problèmes, est une absurdité la plus totale. Tous les médecins nous expliquent qu'aujourd'hui, le coronavirus passe par les insectes, par les animaux qui se baladent. Que donc du coup c'est pas les hommes, et bien sûr les hommes sont vecteurs du virus, mais ça n'est pas que les hommes, y compris d'ailleurs les transports de marchandises, ça y participe. Donc s'il fallait prendre une décision, c'est d'arrêter le monde des marchandises, le monde des déplacements, et de laisser les gens confinés partout chez eux. Mais là aussi, vous écoutez les médecins, beaucoup des médecins vous expliquent qu'aujourd'hui même le confinement en soi ne sert à rien, parce qu'on est porteur du virus partout, donc dans sa maison, pour les familles, et que donc du coup l'une des seules solutions qui serait la plus raisonnable et la plus efficace pour beaucoup des médecins, ça serait pendant plusieurs semaines, tout le monde porte un masque, et c'est ça aujourd'hui qui est aujourd'hui au cœur du débat, c'est comment aujourd'hui on fait en sorte d'obtenir un masque, comment on fait en sorte aujourd'hui de produire un nombre de masques suffisant pour des populations qui sont des populations extrêmement nombreuses, et ça aujourd'hui on n'est pas en capacité d'y répondre, et ça sans doute c'est la chose la plus angoissante, de se dire que face à une crise comme celle-là, on n'est pas en capacité de fournir le nombre suffisant de masques qui sont des simples. Vous voyez, on a tous entendu vous éternuez dans votre coude, mais votre coude, si vous nettoyez pas après que vous mettez vos bras comme ça, ça sert à rien d'avoir éternué sur votre coude. Donc, je veux dire, les gestes simples sont effectivement des gestes simples à prendre au quotidien, mais le masque, je le crois, et je finis par le croire, même si on a entendu tout et n'importe quoi, les médecins ont l'air de dire que quand même c'est une des solutions simples, mais les plus efficaces. Virginie, pour encore dernier mot sur Trump, voilà, c'est un peu comme sur le climat. En quelque sorte, il est sceptique sur le climat. Là, il est sceptique sur le coronavirus, et en fait ce qu'il veut protéger, c'est les marchés, c'est l'économie américaine en réalité. Mais et sa politique. C'est un revirement complet d'attitude. Quand on se souvient des premières déclarations de Donald Trump il y a quelques semaines, il disait tout à fait autre chose à propos de ce virus. Il s'appuie, comme il le fait souvent et en général avec succès, sur la fibre nationaliste de son électorat, qui se dit c'est formidable, il nous protège. Donc c'est très facile de désigner l'étranger, l'extérieur, le virus étranger. Et je rappelle que chez nous, la seule qui fait ça, c'est Marine Le Pen. On va écouter Christine Lagarde qui a dit que la Banque centrale européenne est déterminée à soutenir les ménages et les entreprises, et surtout qu'elle ne baissera pas ses taux directeurs. On l'écoute. Le Conseil des gouverneurs a décidé de maintenir le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale européenne inchangé. Nous prévoyons que les taux d'intérêt directeurs de la BCE resteront à leur niveau actuel ou à des niveaux plus bas jusqu'à ce que nous constations que les perspectives d'inflation convergent durablement vers un niveau suffisamment proche de 2%, mais inférieur à 2%, selon notre horizon de projection, et que cette convergence se reflète de manière cohérente dans la dynamique d'inflation sous-jacente. Éric Le Boucher, donc ça veut dire qu'en ne baissant pas ces taux directeurs, on sent que c'est l'Allemagne qui fait de la résistance ? Ah non, je crois pas. Non, c'est pas ça ? Non, je crois que les taux sont négatifs déjà en Europe. Ils ne le sont pas en Angleterre et aux États-Unis. Donc elle a pensé que c'était mauvais pour les banques. Voilà, c'est un calcul assez subtil. Des taux négatifs, c'est pas bon pour les banques qui vont chercher de l'argent. Et comme on a besoin des banques pour nourrir jour par jour les trésoreries des PME, il ne faut pas trop abîmer des banques. Donc, je suppose que la Banque centrale se livrait à un calcul très savant pour arbitrer entre les deux. D'accord. Et ça donne cette décision que les marchés n'ont pas compris, parce que les marchés ont replongé sur cette décision. Donc, c'est la première sortie véritable de Christine Lagarde. On peut pas dire il n'y a pas les Allemands derrière. On ne peut pas dire qu'elle soit réussie, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il ne faudra pas penser qu'elle est soumise à qui que ce soit d'ailleurs, ni aux Allemands, ni aux Français, je crois qu'elle est soumise aux Européens en général. Voilà, mais en même temps, ce qu'elle dit depuis des jours maintenant, et ce qu'elle dit même depuis des mois d'ailleurs, au-delà depuis qu'elle est là, c'est que la politique monétaire qui a énormément compté pour sauver les économies en 2008, on ne peut pas compter sur elle aujourd'hui, en tout cas autant, pour sauver l'économie du coronavirus. C'est plus la fiscalité, les gouvernements qui doivent agir pour aider les PME. Parce que c'est très simple à comprendre. L'économie s'arrête, les commerces s'arrêtent, les avions s'arrêtent, et les gens même s'arrêtent, ne peuvent plus aller aux États-Unis. Donc tout s'arrête. Donc on ne produit plus et on ne consomme plus. Donc ça ne sert à rien d'avoir des taux plus bas. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les entreprises vont avoir des trésoreries qui vont se vider, elles n'ont plus d'argent qui rentre, et malgré tout, il faut payer les salaires.
Et voilà, c'est ça. Donc il faut arriver à aider les entreprises à combler ce trou des salaires qu'il faut bien payer les gens. Et donc on va les mettre au chômage partiel. L'État va aider beaucoup de choses. Mais c'est sûr que c'est l'ampleur de cette politique budgétaire de chacun des pays et budgétaire de l'Europe entière. C'est ça le sujet. Jean-Marie. Non, c'est tout à fait ça. Ça pose deux types de problèmes. Il y a une urgence de relance ultra classique, qui jusqu'à présent était freinée par un certain nombre de pays européens, mais qui là vont probablement être contraints d'accepter une relance au niveau européen, comme elle a été d'ailleurs amorcée cette semaine par la réunion au téléphone qu'il y a eu. Mais ça pose aussi un problème de relance en interne dans chacun des pays. L'Italie a dégainé la première, évidemment, c'est la plus touchée, avec les 25 milliards débloqués par le gouvernement actuellement. Mais en dehors des problèmes de relance qu'il faut urgemment mettre sur pied, et sur lesquels on entend des discours de la part des gouvernants, notamment du ministre des Finances, qui sont totalement en phase, puisqu'ils se tournent en effet vers les entreprises, grandes ou plutôt petites et moyennes. Il y a aussi un problème social, puisqu'il faut aussi faire attention qu'il va y avoir du chômage partiel, du chômage technique qui va s'ajouter à cela, et où l'engagement qui est pris par le gouvernement, si j'ai bien compris, mais ce serait justice que d'aller dans ce sens, c'est de faire en sorte que les chômeurs ne soient pas pénalisés, et donc ne soient pas en situation de perdre du revenu. Et donc là, ça tourne les regards, comme l'ont fait les syndicats tout de suite, vers la réforme de l'assurance chômage. Si elle était appliquée, elle va provoquer de gros dégâts chez les travailleurs précaires. Donc la recommandation et la demande simple des syndicats, mais de sagesse, c'est de surseoir, à l'application de cette réforme, de façon à ne pas être obligé de monter après un mécanisme compliqué qui viendrait compenser les baisses que les travailleurs précaires enregistreraient à cause de cette nouvelle indemnisation. Ce serait totalement absurde. Donc il serait sage pour le gouvernement de renoncer à appliquer maintenant cette réforme de l'assurance chômage. Ça paraît élémentaire. Alors, mon cher Watson, donc on va écouter Muriel Pénicaud, justement, qui s'exprimait ce matin, et on en parle avec Pierre et Virginie. Hier soir, on avait 3600 entreprises, 60 000 salariés. 3600 entreprises, 60 000 salariés déjà. C'était 900 à la fin de la semaine dernière. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a 60 000 salariés qui, si on n'avait pas ce dispositif, auraient reçu une lettre de licenciement. C'est vraiment, ça protège les travailleurs, ça protège l'emploi. 3600 entreprises. Ma priorité. On fera un plan massif de soutien à l'emploi. Nous voulons protéger les travailleurs dans cette période, protéger l'emploi, et donc on va faire un soutien massif. En clair, je n'ai pas de limite budgétaire, on fera ce qu'il faut. Pierre, donc effectivement, ce que disait Jean-Marie, des mesures sociales pour justement protéger ce chômage, ces personnes qui seront au chômage partiel et chômage technique. La ministre du Travail prend les choses dans le bon sens ? Vous avez entendu ce qu'elle a dit. La fin de sa phrase, c'était « Je n'ai pas de limite budgétaire ». Qu'a dit le président de la République il y a quelques mois ? Il n'y a pas d'argent magique. Ça veut dire que quand il s'agit de sauver... C'est sur les déficits, peut-être. Non, pardon, mais quand il s'agit de sauver un système qui est le système économique, on trouve l'argent. Mais non, mais c'est très bien. C'est très bien qu'on découvre qu'aujourd'hui, la crise qui est aujourd'hui provoquée par le coronavirus crée une crise dans un monde qu'on a créé pour rendre totalement faillible le système économique qui est celui qui est en place aujourd'hui, le système capitaliste, et que sans doute, il va falloir à un moment donné remettre en cause un certain nombre de choses. Moi, ça me fascine toujours de voir que l'angle, je dis pas vous, Roselyne, mais j'entends bien que parmi les politiques, y compris d'ailleurs dans les grandes collectivités, quand on l'a vu dans le débat des municipales, que ce soit à gauche ou à droite d'ailleurs, la première des préoccupations, c'est comment résoudre le problème économique. Mais qui sont les premières victimes de ce qui se passe en ce moment, si ce n'est les victimes elles-mêmes, les malades, les morts, et sans doute les milliers et voire millions à l'échelle internationale de travailleurs qui vont perdre leur emploi, qui vont être mis sur le côté. Tout ça étant lié à quoi ? Tout ça étant lié à la facilité qu'ont les entreprises aujourd'hui de licencier. Et le gouvernement a beau nous expliquer qu'aujourd'hui, ils ont des dispositifs qui vont permettre à des gens d'être maintenus dans l'emploi ou d'être mis au chômage technique tout en ayant des compensations financières. Mais les différentes lois qui ont été votées, que ce soit la loi El Khomri, les lois travail sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, sous la présidence d'Emmanuel Macron, ne rendent pas forcément faciles aujourd'hui les conséquences pour les milliers de travailleurs. Et ça, je pense que c'est des questions qu'on doit se poser. Et Jean-Marie a tout à fait raison de rappeler que l'une des décisions récentes gravissimes qui a été prise pour un certain nombre de travailleurs et des chômeurs, c'est la réforme de l'assurance chômage. Et je l'ai dit tout à l'heure, Laurent Berger a tout à fait raison aujourd'hui de demander au gouvernement, si ce n'est de renégocier au moins cette assurance chômage, voire de la reporter s'il y a matière, en tout cas, à discussion autour de ce texte. Virginie.
Je comprends et je partage vos inquiétudes, ce qui va être dit sur la chute profonde et inévitable de l'activité économique à laquelle nous devons nous attendre et probablement au nombre croissant de personnes qui vont se retrouver au chômage. Je comprends qu'il va falloir engager des sommes très importantes pour soutenir l'économie. La seule question que je me pose, c'est comment les pays européens vont s'articuler pour que ces sommes très importantes qu'ils vont chacun engager selon la hauteur des dégâts chez eux et de leurs moyens, soient exonérés du pacte de stabilité européen. Et là, je vois que, une fois de plus, en Europe, il n'y a pas de solidarité. Chacun agit comme il veut, de son côté, comme il peut, et il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas c'est même. Vrai qu'on fournit pas de masques ni de respirateurs. Il n'y a même pas de solidarité de comportement face à la crise sanitaire. Il n'y a pas de solidarité économique. De même qu'il n'y avait pas hier de solidarité humanitaire face à l'arrivée des migrants. L'Italie, elle a recours à la Chine. Oui, tout à fait. On a même entendu des diplomates. Là, il y a les défenseurs de l'Europe de ce côté. Oui, c'est pour ça. C'est pas ça. Attends, Pierre. Je sens que je vais froisser ces messieurs. C'est pas ça. C'est qu'il y a un réflexe pavlovien. Qui sont froissés d'ailleurs déjà. Il y a un réflexe pavlovien dont malheureusement Virginie est victime, qui consiste à chaque fois qu'il y a un problème de dire mais l'Europe n'est pas compétente en matière de santé. Il n'y a pas une politique. Non mais elle peut coordonner, Jean-Marie. Et donc on ne peut pas reprocher à l'Europe de ne pas se saisir d'une question qui n'est pas de sa compétence. Que la crise montre qu'il y a une urgence dans ce domaine, c'est évident. Qu'il faille aller dans ce sens, c'est évident. Mais je vous rappelle la crise de 2007-2008 financière. L'Europe, c'est une machine très lourde, très compliquée. Elle se met en marche lentement, lourdement, péniblement, mais elle finit par y arriver. La crise financière de 2007-2008, vous disiez il y a eu beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup d'argent pour sauver le système financier, le système bancaire. Non, j'ai pas du tout dit ça moi-même. C'est pas moi qui l'ai dit. Il y aurait pour sauver le système bancaire. Et là, on va devoir mettre en effet beaucoup d'argent pour sauver le système productif. Mais n'enterrons pas l'Europe dans un domaine où elle n'avait pas de compétences. Moi, je m'interrogeais sur l'attitude de l'Europe face à ces sommes qui vont être engagées et qui vont dépasser les sommes initialement prévues. Et je m'interrogeais sur l'attitude de l'Europe. Et je veux savoir. Et puis après, Pierre. Si ces sommes sont exonérées des règles du pacte de stabilité. Je m'interrogeais sur cette seule question. Le pacte de stabilité, il est déjà coulé. Merkel a dit qu'on pouvait le mettre de côté. Ce qui est prévu dans les accords de Maastricht, je rappelle que quand il y a des crises graves, on peut mettre de côté les 3% et les 60%. Ce sera le cas sans aucun doute. Non, je crois qu'il ne faut pas tout confondre, et le capitalisme et le coronavirus, quand même, c'est pas la même chose. Là, il y aura un problème de conjoncture qui est très simple. L'activité s'arrête. Alors, est-ce qu'on garde les gens dans leur emploi ou est-ce qu'on les met à l'extérieur? Dans un cas comme dans l'autre, ils seront payés, ils seront indemnisés. Bon, s'ils restent dans l'emploi, comme ça s'est fait en Allemagne en 2008, s'ils restent dans leur entreprise, l'État va payer leur entreprise pour les conserver. Et si on les met un peu dehors, l'État va les payer directement au chômage. Et probablement, Muriel Pénicaud l'a dit, on ne va pas appliquer tout de suite, on va le reporter, les lois qui diminuent un peu ou augmentent les exigences pour les chômeurs. Donc, mais tout ça va durer 3 mois, peut-être un peu plus, ça ne durera pas beaucoup plus. Le virus va finir par disparaître. Donc c'est simplement d'éviter que tout se casse en 3 mois. Voilà. Et puis on sauvegarde en effet le système productif. Après, il faudra parler des réformes plus structurelles. Là, on parle du problème conjoncturel. Les réformes structurelles, c'est évidemment la mondialisation, la souveraineté sur les médicaments qu'on n'a pas tous, etc., etc. C'est des problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais qui sont soulevés un peu plus. On va en parler d'un mot de la démondialisation, mais peut-être pour répondre à Eric. Oui, parce que vous avez raison. J'espère qu'on saura, en tout cas, trouver les leçons de ce qui vient de nous arriver, parce qu'on le voit sur un plan sanitaire, et je suis heureux de voir que les libéraux, parmi les plus libéraux, aujourd'hui, nous expliquent qu'en fait, la règle d'or des 3%, on peut la faire sauter pour des raisons qui seraient des raisons sanitaires et peut-être aussi des raisons qui seraient de sauver aussi le système économique. Mais donc découvrir aujourd'hui que l'investissement public, il est aussi utile à l'économie mondiale et à l'économie européenne, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui Angela Merkel puisse nous approuver ce qui est le discours d'une gauche qui est aujourd'hui contestée sur la question justement de la dette. Et puis encore une chose sur l'Italie. Virginie a raison sur une chose. C'est vrai que l'Europe est mise à l'épreuve dans cette affaire sur la question des solidarités. Quand vous voyez que les diplomates français et italiens
ont fait émerger des différentes discussions qui ont eu lieu il y a 2 ou 3 semaines de l'Italie qui disait on va avoir un problème avec les respirateurs, on n'est pas suffisamment équipés. Oui. Est-ce que les pays européens, sans citer les pays européens, mais on imagine que ça peut être la France ou l'Allemagne, et la France et l'Allemagne de répondre à l'Italie, pardon, mais on va avoir notre population gérée, donc on ne pourra pas fournir pour vous et ne pourra pas être solidaire dans le moment où les migrants. Oui, c'est exactement comme les migrants. Donc ce que je veux dire, c'est que la question de la solidarité à l'échelle européenne est totalement mise à l'épreuve, et c'est aujourd'hui ça qu'il faudra se poser la question demain, c'est à quoi sert l'Europe si elle ne peut pas être utile dans des moments comme ceux-là, des moments de grande tension. Je suis complètement d'accord là-dessus, d'autant que sous le regard des opinions, les opinions seront impitoyables, parce qu'en effet, l'absence de solidarité sera sanctionnée. Ça, je suis complètement d'accord. Et l'Europe, vous allez voir, parce qu'on parlait de Trump tout à l'heure, mais aux États-Unis, le système public de santé est défaillant, de santé est défaillant. Donc on va voir le coronavirus, il va faire apparaître les inégalités sanitaires terribles. Criantes. Criantes. Les gens vont devoir payer des fortunes qu'ils ne pourront pas, donc ils ne pourront pas se soigner. C'est pas le cas en Europe. Et une dernière chose, ça marche encore pas si mal, la social-démocratie. Une dernière chose sur la crise sanitaire, parce qu'on sait quand même que le milieu hospitalier est quand même mobilisé depuis plusieurs mois, et on comprend aujourd'hui d'autant plus la question qui a largement clivé les milieux hospitaliers avec la ministre qui était Agnès Buzyn à l'époque, sur la question du nombre de lits. Aujourd'hui, le problème qu'il y a en Espagne, et qui commence à avoir en Espagne et qui a eu beaucoup surtout en Italie, c'est l'absence de lits aujourd'hui dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, la France, le fait qu'elle ait commencé à baisser le nombre de lits, nous peut poser question aussi sur la capacité de l'hôpital public à répondre à une crise comme celle-là. Alors le système en Espagne n'est pas du tout le même. C'est un système régional et nous avons un système. Le nombre de lits rapporté à la population, vous prenez l'Allemagne, je crois que c'est 900 lits sur 100 000 habitants. En France, on doit être un peu plus de 600 000. En Italie, on est un peu plus de 300. Et en Espagne, on est à 250, 300. Donc ce que je veux dire, c'est que l'investissement public, encore une fois, il est important, et il est important d'autant plus dans le milieu hospitalier. Alors ce virus déterre dans quelque sorte beaucoup de problèmes, beaucoup de sujets, et notamment ce qu'on appelle la démondialisation, même si la réflexion était en cours sur bien sûr les principes actifs, par exemple, sur les médicaments qui sont faits en Chine. Certains laboratoires pensent à rapatrier donc en Europe comme Sanofi. Donc cette démondialisation, est-ce que du coup le coronavirus va faire avancer les choses, en quelque sorte un malheur est bon? Sans doute, mais vous l'avez dit, c'était bien engagé. Donc, pour 2 raisons. La première, c'est les salaires qui ont monté en Chine, donc c'est moins intéressant d'y fabriquer. Et la deuxième, c'est le CO2, c'est le climat. C'est-à-dire rapatrier des objets dans des containers, ça provoque un réchauffement climatique. Donc ça, c'était très en cours, et c'est très grave, et c'est très profond, et ça aurait arrivé, la démondialisation, comme vous dites, aurait déjà, oui, c'est ça, c'est une régionalisation, a déjà commencé. Cette fois-ci, oui, sur un certain nombre notamment sur les médicaments, ça va augmenter, mais même sur les automobiles. On s'aperçoit que les usines automobiles pourraient être à l'arrêt parce qu'on manque de composants électroniques qui ne sont faits qu'en Chine. Donc, effectivement, comme les téléphones. Comme les médicaments. Et les médicaments et les téléphones. Je voudrais, avant qu'on passe à la chronique sur la politique sur les réseaux, vous poser une question, Jean-Marie, parce que vous connaissez très bien l'Italie, qui est dans une situation, comme vous le savez, très critique. Les grandes villes sont devenues fantomatiques. Tous les commerces sont fermés, excepté ceux de l'alimentation et les pharmacies. Comment vous expliquez cette situation? Parce que l'Italie est-elle touchée à ce point? C'est la régionalisation? C'est un système de santé qui est beaucoup moins performant? Quel est le problème? Je pense qu'il y a un énorme problème qui a surgi, qui est visible à l'œil nu maintenant, qui est l'état du système de santé italien, qui est régional, qui n'est pas national comme le nôtre, et donc qui dépend beaucoup de petites structures régionales qui sont sous-équipées. Et qui sont sous-équipés au nord, et donc je vous laisse imaginer le sous-équipement au sud. Et donc, en effet, l'Italie, dans cette situation, a plus que d'autres besoin d'une solidarité. Elle n'a pas un système de santé très performant? Elle a un problème de l'équipement. Et une population beaucoup plus âgée, en effet, très âgée, et une démographie qui est effondrée. Donc, c'est tous ces problèmes-là qui surgissent à cette occasion. Parce que sinon, comment expliquer le nombre de morts? Sinon, le fait que les gens, quand ils vont à l'hôpital, ne sont pas ou peu soignés. C'est pas une question de gestion, des confinements qui n'étaient pas forcément pertinents? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Il y a une petite querelle. Une petite faille en termes diplomatiques qu'il y a eu ce matin avec la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui a quand même, à demi-mot, expliqué que, en gros, les premières mesures par l'Italie n'étaient pas des mesures que la France a choisi de retenir parce qu'elles
n'étaient pas les bonnes. Oui. Ce à quoi l'Italie a immédiatement répondu, en des termes peu amènes. Oui, mais elle a raison. C'est très malvenu de se livrer à ce genre de commentaires. C'est vraiment ni fait ni à faire que de pointer du doigt en disant regardez, etc. Alors que dans ce moment-là, on est tous soumis à une obligation de solidarité. On en revient à la l'absence totale de solidarité. Oui, mais Jean-Marie, par exemple, et Éric. Mais ça se mettra en route. Regardez le temps qu'il a fallu en 2007-2008 pour que les choses se mettent en place. Le temps qu'il a fallu pour convaincre la chancelière qu'il fallait sauver la Grèce. Le temps qu'il a fallu. Et la même chose pour les investissements publics. Elle vient de se convertir avec tellement de retard à la nécessité de réinvestir sur les infrastructures publiques. Mais elle le fait. Mais ce rythme est trop lent par rapport au rythme des choses et au rythme des crises. Mais ça finit par arriver. Attendez, parlez pas en même temps. On n'est jamais prêt à affronter une crise. Jamais. On est toujours en retard. On est dans une société de l'impatience et une société qui n'aime pas l'incertitude. Et or là, que voulez-vous, c'est un nouveau virus. On n'a pas les médicaments. On ne sait pas exactement comment il se transporte, comment il se transmet, etc. Donc l'homme tâtonne. Donc on tâtonne, il faut tâtonner de façon intelligente. Peut-être que les Italiens se sont un peu trompés, bon, nous on corrige. Peut-être que c'est les Français qui se trompent. Et c'est pour ça que je suppose qu'Emmanuel Macron doit avoir la trouille que le système français se trompe. Ça peut arriver. Ouais. Et certainement, Trump, lui, sait que le système de santé américain est en mauvais état. Et donc c'est ça qui lui flanque à lui la trouille. On passe à la politique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. Ouais. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, bon, évidemment, on ne va pas changer de sujet. Non. Non, on va pas à côté de la plaque. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'en dit la communauté des réseaux sociaux du coronavirus? Alors déjà, le volume, je voulais vous montrer le volume, mais c'était un volume hier soir. Autant vous dire que ça s'est encore enflammé aujourd'hui. Hier soir, il y avait plus de 2,2 millions de messages juste sur la France en quelques jours. Sur les 3/4 de ces messages, c'était plutôt des sujets, on le voit dans le graphique suivant. Ce sont des mots-clés, voilà, je cherchais, pardon. Voilà, on voit que globalement, les gens, jusqu'à hier, ils regardaient surtout les conséquences des différents stades, ils se renseignaient, comment est-ce qu'on se transmet la maladie, que faut-il faire, quelles seront les conséquences des différents stades. Globalement, c'était assez calme quand même. Les questions aussi beaucoup sur l'emploi, l'économie, les conséquences, voilà. On va dire qu'il n'y avait pas de panique tant que ça jusqu'à hier soir. Je ne peux pas en dire autant depuis ce matin et je peux encore moins en dire autant depuis cet après-midi. Là, il y a à peu près les rumeurs les plus folles qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, il y a évidemment, comme toujours dans les rumeurs sur Facebook, j'ai un ami qui m'a dit qu'il a eu directement en ligne le Premier ministre. Enfin, on a droit à tout. Que le confinement va être annoncé. Précipitez-vous dans les magasins. Enfin, voilà. Il va falloir faire très attention. Nous n'aurons plus les moyens d'offre. Enfin, bref. On a droit à peu près à tout. J'espère que le président tout à l'heure va rassurer tout le monde et que même si c'est des mesures difficiles, voilà. Mais en tout cas, s'il annule les élections municipales, c'est pas de nature à rassurer. C'est pas de nature à rassurer. Toujours est-il que voilà, jusqu'à présent c'était assez raisonnable et même quand je comparais à l'Italie où il y a eu des débordements incroyables, quand on regarde sur d'autres pays, la France était assez raisonnable. Ça faisait assez plaisir de voir que les internautes étaient calmes. Voilà, c'est fini. Ils sont plus calmes du tout. Ça y est, ils ont perdu tout sens commun. Donc du coup, je vous avais sélectionné les émotions qu'il y avait autour du coronavirus. J'ai peur que si je refais le schéma là, maintenant, ce soir, ça va pas être tout à fait pareil. Mais globalement, il y avait beaucoup de surprises. En particulier, quelque chose qui a beaucoup étonné les Français, c'est que le ministre de la Culture était contaminé et que les ministres, globalement, et les personnes... un ministre de la Culture, surtout. Voilà, c'est ça. Alors, bon, peut-être c'était ça la surprise. Il a découvert qu'il fait lui aussi partie de l'espèce humaine. Voilà, c'est ça. C'est ça, ça les a étonnés. Vous êtes vraiment dur. En tout cas, c'était... Non, mais on pense toujours que les politiques... Non, mais c'était ça, dans les commentaires. Dans les commentaires, ça a commencé comme ça, le vice-président a commencé à être... Donc, du coup, il y avait beaucoup de discussions. Mais en fait, c'est vrai, ils parlent aux gens, ils disent bonjour, enfin voilà. Il y avait aussi beaucoup de colère, et ça reste vrai. À mon avis, la colère, elle ne va pas s'arranger là. Ce sont les escrocs qui se font passer pour des experts en coronavirus et qui ont escroqué beaucoup de personnes âgées. Et il y en a de plus en plus, surtout en province. Évidemment, beaucoup de tristesse pour les cas. Alors, entre-temps, ça a été mis à jour, mais à l'époque, c'était ça. Et puis, de la joie, parce que le Sénégal a visiblement mis en place des mesures qui étaient plutôt efficaces.
Et puis, toujours, je vais vous montrer un tweet qui m'a beaucoup fait rire, mais surtout qui a été beaucoup repris et qui est finalement la symbolique de ce que vous disiez. C'est Monsieur Kerviel qui a tweeté hier un tweet très drôle qui a été énormément repris. Donc on voit les cours qui chutent et lui dit j'étais chez moi toute la journée. Des fois que ça a été beaucoup repris avec des tas de commentaires derrière. Il faut vraiment se souvenir de l'histoire. Oui, il faut se souvenir de l'histoire, mais ça a eu beaucoup de succès et c'est un peu à l'image de on est perdu entre rire et peur et donc pour le moment, les internautes avaient plutôt préféré le rire. Et puis j'ai été regarder si on parlait du coronavirus et des municipales, puisque visiblement ça va être peut-être le sujet ce soir. Globalement, quand on regarde les mots-clés, donc toujours en France, et là j'ai associé coronavirus, l'ensemble des mots-clés qui tournent autour, et les municipales, on voit que c'est surtout un sujet autour des procurations. Globalement, un peu de peur, mais pas tant que ça. Les uns les autres disant il faut voter. Un début de questions autour de l'abstention et de la légitimité qu'auraient les personnes qui seront élues avec peu de voix. Et puis quand on regarde les émojis, parce que je ne peux pas terminer sans émojis, bien sûr. Eh bien, vous avez donc le bonhomme très très étonné qui fait des gros yeux, qui se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, on ne peut pas aller voter. Et globalement, et des gens qui sont dubitatifs. Et comme il y avait beaucoup de consignes qui étaient partagées pour dire venez avec votre stylo, prenez votre propre stylo, attention il doit être bleu ou noir, mettez des masques, des gants, on voyait que les personnes, plus elles étaient âgées, donc a priori plus concernées, en tout cas plus à risque, disaient non, moi je vais quand même aller voter. Oui. Très impliqués en disant je vais me prendre les distances, je vais aller voter. Et ce sont des parties de la population qui sont les plus votantes. Les plus votantes, donc il faut y aller. Les jeunes disant t'es gentil, il va y avoir des queues pas possible, ça va durer des heures, non, ça sera sans moi. Donc étonnamment, un effet un peu contraire pour ce qu'on pouvait dire là. Et puis après, il y a un sondage qui est sorti ce soir qui dit que 28% des gens qui avaient l'intention d'aller voter n'iront pas voter. Et les personnes âgées, ça favorisait qui? Plutôt la droite? Plutôt la droite et le centre-droit. Oui, plutôt, je pense. Ouais. Donc en fait, ce report, on en parlait tout à l'heure, si report il y a... Ça rebat les cartes. S'il y a une abstention forte, ça change la nature du rapport des forces, c'est évident. Parce que ce sera une abstention différentielle, comme toujours. Ce ne sont pas les mêmes qui seront frappés par l'abstention. Donc en effet, ça peut changer les rapports de force. Mais de toute façon, c'était parti perdant pour le parti de la majorité. Au point de départ, on pouvait penser cela, mais perdant de quoi? C'est un parti qui n'est pas implanté localement, donc vous ne pourrez pas faire la comptabilité de ceux qui sont battus par définition, puisqu'ils n'existent pas. Donc ce sera très difficile de faire apparaître quoi que ce soit autour d'En Marche, hormis le symbole qu'est Paris, Madame Buzyn, etc. Mais en dehors de cela, vous n'aurez pas une réalité locale qui vous traduira un rapport de force, vraiment, puisque, encore une fois, ils ne sont pas implantés. Donc c'est ça la difficulté. Non, mais ils ont malgré tout réalisé des scores très importants dans certaines villes. Oui, bien sûr. Si l'on tient compte des élections européennes, à Paris, je crois qu'ils ont fait 32,9%. Et c'est pour ça que je vous parlais de Paris. Tout ce qui s'est passé depuis dans le cadre de Paris, c'est malgré tout une contre-performance pour En Marche. Je peux vous parler aussi de Lyon, de Marseille, mais en dehors de cela, il n'y aura pas de... C'est plutôt une décision qui vous paraît, comme ça, à vue de nez, plus sanitaire ou un peu politique quand même? Non, je pense que c'est vraiment sanitaire. Ça, c'est vraiment... Écoutez, là, pour le moment, on a quand même un gouvernement qu'on peut créditer d'avoir pas à pas mis ses pas dans ceux des experts. En fait, des experts médicaux. Le ministre de la Santé est lui-même un exemple de ce point de vue-là, mais aussi le directeur général de la Santé qui parle tous les jours, qui est en totale transparence. Mais pour que ça ne fasse pas polémique, il faut absolument que l'ensemble des groupes politiques d'opposition aient été consultés et au moins émis un avis, voire une validation de la possibilité. Il n'y aura pas de validation de la part du Front National de toute façon. Oui, sans doute il n'y aura pas de validation du Front National. Et si report il y a... Je pense que si report il y a, les oppositions la critiqueront, le critiqueront fortement. On verra un message politique, oui. Mais la polémique aura lieu de toute manière. C'est aussi, pardon, c'est vrai qu'on est dans une crise sanitaire, on n'a pas envie de polémiquer, d'autant plus que vous avez raison. Je trouve que le ministre de la Santé fait le job de manière assez remarquable et avec de la transparence a priori qui nous est offerte tous les soirs. Il est arrivé récemment et dans des circonstances catastrophiques. On ne peut pas non plus ignorer que le quinquennat d'Emmanuel Macron a été incarné par des décisions d'autorité de la part d'Emmanuel Macron. Donc sur une décision comme celle-là, compte tenu du fait qu'on critique des lois liberticides, de l'autoritarisme d'Emmanuel Macron, une décision comme celle-là qui concerne le vote des Français et qui concerne un droit essentiel, j'espère effectivement qu'à minima il se sera une partie importante, mais même s'il a réussi, on n'est pas sûr du bénéfice politique derrière. C'est ça la difficulté de
président C'est pour ça que je vous aujourd'hui. posais la question. Merci à tous. Merci à Charlotte Urien-Tomaca d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique pour l'avoir réalisée. Je vous dis à bientôt. Je devais présenter avec Frédéric Rivière l'émission spéciale municipale dimanche soir à 19h45. Peut-être. Je vous donne quand même rendez-vous, mais peut-être qu'on ne sera pas là. Merci beaucoup. À bientôt. France 24 et RFI présentent. Suivez-nous sur France 24 et RFI pour vivre ce premier tour et ce second tour des élections municipales. Retrouvez-nous pour découvrir les premiers résultats. Avec nos envoyés spéciaux dans les villes clés et les invités pour analyser les premiers résultats en plateau. Les villes clés, les enjeux locaux mais aussi nationaux. Retrouvez-nous sur France 24 et RFI. Un événement à suivre en direct sur France 24 et RFI. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux.